What's up tout le monde, tellement content de vous retrouver pour un 56e épisode de Success Factory. Jean-Michel, votre co-animateur avec Simon qui va nous joindre là, pour l'épisode. Et on reçoit Mathieu Dumont qui a fondé l'entreprise Didact. Vous allez sérieusement, Mathieu est le comble de la phrase un entrepreneur en série. C'est un homme aux multiples entreprises, aux multiples vies. C'est fou de voir tous les projets que ce gars-là a accomplis et à quel point sa tête roule. Sérieusement, c'était une entrevue là, des plus mémorables, des plus fascinantes. Le gars est un entrepreneur en série, oui, mais c'est fou, ses projets. C'est un gars de barbecue avec Barbecue Québec. Il est influenceur, créateur de contenu avec Rusty.Blade, là, mannequin influenceur. Il a fondé le podcast Les Instigateurs. Il y a deux podcasts, en fait, qu'il a fondé. Les Instigateurs, qui a 82 épisodes, et un autre podcast avec Catherine. C'est un gars qui fait de l'arc à flèche, hein. Il fait de l'accompagnement entrepreneurial, il fait de la lutte, il fait de la lutte professionnelle, il a organisé des événements et là, son bébé, un venture en technologie avec Didact, qui est un LMS, un truc pour faire de la formation en ligne. Il vient tout juste de vendre à l'entreprise Workleap, une entreprise très connue au Canada qui vient juste de se rebrander. Là, si vous connaissez peut-être pas le nom Workleap, mais vous avez certainement entendu parler de GSoft, qui est une entreprise qui revient tout le temps dans les palmarès des entreprises les mieux cotées en termes de marque employeur, en termes de culture d'entreprise. Et là, ils viennent de se joindre à eux puisque justement l'entreprise a fait l'acquisition de Didact. Et lui se joint à cette équipe-là. Vraiment, un gars passionnant à écouter. Vous allez vraiment triper parce qu'on est quand même au fond de certaines choses. C'est vraiment un délice d'entrevue. Toujours aussi content d'avoir des invités, toujours aussi le fun au podcast. On lâche pas tellement de beaux invités qui s'en viennent aussi, mais là, vous n'allez pas vouloir manquer celui-ci. Toujours en compagnie de mon très cher co-hôte Simon. On fait cette belle interview-là. Si vous aimez le podcast, si vous aimez en général le podcast, si vous avez aimé l'épisode, là, quand l'épisode va se terminer, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit 5 étoiles là, sur Apple Podcast, Spotify, ou un petit like sur le post, puis vous abonner sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui aime le podcast. Puis c'est le cas de notre petite tape dans le dos là, pour faire connaître des beaux entrepreneurs d'ici, des beaux projets d'ici. Fait que n'hésitez pas à aller faire ce petit geste-là qui encourage les algos à nous encourager. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à votre écoute avec Mathieu Dumont de Didact. Bonne écoute, la gang. Comment ça s'est dépassé ces deux podcasts-là? T'as-tu eu du fun en faire ça? T'as-tu appris des choses qui t'ont servi dans tes carrières autres? Oui, absolument. Tu sais, la beauté du podcast, puis il faut mettre les choses en perspective un petit peu. Je suis quelqu'un qui a fait 7 commotions dans la vie. Donc, moi, de la mémoire, j'en ai pas. Donc, le podcast, autant en faire qu'aller sur des podcasts, c'est une façon pour moi de me souvenir de ce que je sais. Puis c'est un peu méta comme élément, mais pour moi, c'est un excellent canal parce que ça me permet de revisiter les choses que je sais, que j'ai oublié que je sais, puis de ultimement me réintéresser dans des éléments, dans des tactiques que je suis comme, hey, c'est vrai, c'est un angle mort de j'ai ce problème-là depuis 3 mois, puis j'avais complètement existé que cette approche-là, je la connais, puis elle était juste pas sur mon radar. Donc ça, je trouve ça intéressant. Le podcast, en général, tu sais, je suis un gars de la bosse, je n'ai pas de filtre, je parle comme je parle, assez coloré, un peu, pas vulgaire, mais je veux dire que j'ai les voix sur les bords. Fait que c'est une très bonne façon de comprendre, je veux dire, le personnage que je suis. Ben, le personnage, c'est le gars que je suis pointé. Tu n'as pas deux Mathieu. Le gars que tu entends, c'est le gars que si tu fais affaire avec moi, voici comment ça va sonner, voici comment que notre relation, elle va être exactement comme la personne que tu entends sur un podcast. Donc, c'est vraiment aller ouvert. Puis je trouve que le podcast, c'est une façon. Trop de personnes rentrent dans le podcast dans une perspective d'aller chercher des ventes ou ainsi de suite. Moi, dans ma tête, je n'y crois pas. La beauté du podcast, c'est un accélérateur de relations. Ça fait qu'une personne qui ne te connaît pas peut très facilement comprendre c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta philosophie. Est-ce que cette personne-là, je sens qu'elle fait les choses pour la bonne raison? Et de là, la journée qu'elle prend contact avec toi, ben,
On se parle des vraies choses plus vite. On t'a valeur ajoutée plus vite. Comme il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de séduction. Je déteste la vente. Je suis le premier qui va vouloir t'aider si tu en as besoin, puis si tu ne me fais pas perdre mon temps. Fait que faisons pas semblant que tu es peut-être intéressé, puis moi, je veux peut-être. Je suis comme, non, gars, tu as la version complète à chacun des podcasts que je vais faire de comment est-ce que je peux t'aider, si y a de quoi, lève la main, puis je vais te le dire si je peux. Yes. C'est venu me chercher les commotions. J'ai joué au football américain au secondaire bien gros. Je l'en ai fait 3 moi-même. Je me suis pas rendu à 7. Pas encore. Ouais, c'est ça. Il y a une possibilité. Wow. Ouais, mais je vise plus ça. Donc, la troisième, pas mal majeure, je dirais. Ça a vraiment affecté ma concentration. Personnellement, c'est ça que c'est venu me chercher. Je ne peux plus me concentrer à l'école de la même façon. Après, c'était un game changer complet. Puis dans l'esprit d'apprendre à te connaître, tu sais, toi, comment c'est arrivé tes commotions? Puis qu'est-ce qui en découle? Mes commotions, la majeure partie de mes commotions découle de mes années dans la lutte professionnelle. Donc, t'as les personnes qui lutte olympique. Non, c'est lutte olympique, j'aurais aimé ça, mais c'est pas un sport qui est très présent au Québec. Puis quand c'est présent, c'est assez polarisant à cause de différentes controverses. C'est vraiment la lutte comme à la TV. Donc, le mix parfait entre la communication, de la performance athlétique, de la violence, du sport, de l'impro. Pour moi, c'est un amalgame de plein de compétences qui me servent en business aujourd'hui. Comme, honnêtement, je ne changerai absolument rien de ça. Puis aussi, c'est une espèce de carrefour giratoire de la lutte entre toutes les strates et couches de la société. Tu as du petit monde, je vais dire, comme, comprenez-moi, là, je ne regarde personne de haut ou de bas, mais pour reprendre les termes souvent, tu as de l'élite sociale au petit monde dans une pièce à être livre ouvert, à crier « tue-le », puis comme tout le monde est sa version la plus minimaliste et pure soi-même dans une seule pièce. Je trouve ça fascinant. C'est très tribal. La majorité de mes commotions viennent de la lutte. J'ai aussi fait beaucoup de tout ce qui est acrobatie de rue dans les premières années de tout ce qui était, mettons, parcours hors du déplacement. Donc, beaucoup trop de pirouettes, de places qui étaient interdites de grimper. Fait que c'est de là que ça découle. Fait que comme toi, problème de concentration, problème de focus, problème de mood swing aussi. Ma gestion de mon humeur en général est impactée par ça. Donc, ça change la condition. Mais pour moi, j'essaie de revirer ça en superpower, de comme comment est-ce que je revire ça à mon avantage en business. Yes. Hey, on fait quand même un peu de préparation là, quand on fait les podcasts. On cherche les internets pour ce qu'ils ont fait, le passé de nos invités, etc. Puis là, on a complètement loupé la lutte professionnelle. C'est quand même fou à quel point tu as une vie éclectique, comme Jean-Michel disait avant qu'on commence. Parce qu'on a quand même trouvé que tu as fait aussi du barbecue compétitif. Tu étais influenceur sous un alias Rusty Blade. Tu faisais du tir à l'arc. T'as-tu quelqu'un qui t'a mené à tout ça? Comment t'es arrivé à faire 1001 choses dans ta vie? Je suis quelqu'un qui brûle beaucoup trop souvent la chandelle par les deux bouts, je veux dire comme ça. Donc, tu sais, puis c'est un peu pour ça que je me suis ramassé dans le DAC. C'est comme mon obsession à trouver ma prochaine obsession. Je veux dire comme ça, j'adore ça, apprendre et comme maîtriser quelque chose que je pars de zéro le plus vite possible. À partir de là, bien, dépendamment à quel stage j'étais dans ma vie, bien là, ça m'amène dans la nature des intérêts. C'est parce que, je veux dire, il y a très peu d'éléments communs entre, exemple, la lutte et le tir à l'arc. Fait que c'est vraiment tout le temps de dire, bon, mais comment est-ce que j'évolue à titre de personne? Mais non, le pattern de dire, OK, je connais rien, ça me rend curieux. Est-ce que je suis capable d'aller atteindre un niveau de maîtrise très rapidement? Tu sais, c'est quelque chose que, au fur et à mesure d'embarquer dans ce pattern-là, j'apprends à me connaître. Je sais très profondément aujourd'hui que je ne suis pas une personne qui va être l'espèce de top 1% dans ce qu'il fait. Parce que le gap de devenir comme la haute élite, pour moi, le gain versus l'effort à investir ne m'intéresse pas. C'est tout le temps de dire comment est-ce que je suis capable d'aller chercher un niveau de performance de 85%, qui est beaucoup mieux que beaucoup de personnes, le plus vite possible. Mais le problème, c'est justement, c'est comme je deviens tellement tunnel vision et obsessif que j'en fais une indigestion. Tu sais, comme la lutte, ça a été ma vie, ça m'a consommé pendant des années jusqu'à temps que mon corps me laisse comprendre que je ne peux pas continuer. Le barbecue, j'ai 15 000 $ de barbecue dans le cours qui ne sert à rien parce que
je voulais tout apprendre en même temps. J'ai acheté tous les types et technologies de barbecue possibles. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse comme j'étais curieux, il a mangé des ribs, j'aime plus ça, le barbecue. Tu sais, comme c'est tout le temps cet élément de too much of a thing is. Genre, c'est comme ça va tuer ta passion. Fait que c'est un petit peu comme ça que le pattern revient derrière, puis que j'ai vécu 1000 vies dans une au final, et que oui, mon parcours est éclectique, mais il y a quand même un élément de tout ce que je fais, une règle personnelle que je me donne, même si c'est très champ gauche, le projet ou le sujet, ultimement, c'est quoi la compétence que je vois, admettons que ça ne marche pas, c'est quoi le gain net que j'ai? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai capable d'aller rechercher? Fait que, mettons, l'arc qui est hyper niaiseux, mais pour moi, j'ai un gros problème à être dans la gratitude, dans le moment présent, dans, tu sais, comme la méditation, tout le monde qui me dit fais de la méditation, puis je journaling, je suis comme hey guys, moi, tout ça, ça sent l'encens, juste à y penser, là, comme je ne suis pas là, je dois trouver un sport, une méthode, une activité qui va devenir ma méditation. Puis l'arc, c'est un petit peu comme ça que c'est rentré. Puis aussi, le fait que je suis un redneck, puis j'aime ça la chasse et la bière. Fait comme la notion de tir à l'arc traditionnel ou même de compétition, c'est de dire chaque flèche, ton arc va te le dire si t'es pas focus, si t'es pas dans le moment présent. Chaque flèche est un reset, puis qu'il faut que tu vraiment que juste tu fasses le vide, concentre sur une chose, oublie la job, t'oublies la famille, t'oublies tout. Fait que c'est un peu ça qui nourrit mon pattern de toujours switcher de projet en projet. Mark Zuckerberg disait justement que pour sa méditation à lui, c'était vraiment de faire il est sur le MMA, là, des sports de combat. Puis avant ça, il faisait du sailing ou du fencing, là, l'escrime exactement. Puis il disait que c'est parce que d'avoir cet aspect-là de pouvoir focus toute mon énergie physique puis mentale dans une affaire, ça fait en sorte que là, je suis capable de décrocher. Sinon, je vais être sans arrêt sollicité ou en train de penser aux problèmes qui sont rentrés. Puis on s'entend que lui, quand il se lève le matin, là, ça doit être que des feux. Là. Ça doit être un pompier de haute gamme. Là, il faut qu'il gère des feux. C'est des feux à des multimillions, multimilliards de dollars. T'sais. Fait que d'avoir cet aspect-là d'être capable de pouvoir focus sur quelque chose, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu dis avec cet aspect-là, de pouvoir comme t'abandonner dans quelque chose, de ne pas avoir à penser, de pouvoir focus sur quelque chose. C'est un petit peu ça que tu allais chercher avec ça. Ça force un temps d'arrêt qui, ultimement, t'amène un life skill aussi. Là. Donc, si tu le mets pas à l'horaire, ça se passera pas. Ouais. C'est comme, mais lis un livre, faut te calmer. Je suis comme, c'est pas assez. Comme, s'il y a du monde, je suis pas diagnostiqué TDAH ou quoi que ce soit, mais comme j'ai besoin qu'il se passe plus souvent quelque chose. Donc, de le mettre à l'horaire, d'être discipliné, d'avoir un objectif aussi, de pas juste le faire pour le faire, de dire, bon, mais je suis allé la semaine passée, j'ai scoré 4,80, mais je suis capable de faire 4,81 cette prochaine fois-là. Donc, tu es capable de voir que ça vaut la peine jusqu'à temps que tu stagnes. Et quand que je stagne, tu sais, que ce soit j'ai l'impression qu'on se rejoint beaucoup sur cet aspect-là, mais aussi sur l'aspect de un petit peu, je pense que tu aimes ça être généraliste, justement, de 85%, je vais aller chercher 85%, puis après ça, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Mais aussi sur le fait que moi, je suis vraiment quelqu'un comme ça qui va comme surabuser. Qu'est-ce que je fais? Genre, je vais commencer une série, je vais la plaquer au complet, je vais commencer un jeu, c'est comme ma semaine est remplie là-dessus. Threads, la semaine passée, là, avec la sortie de Threads, c'est comme, OK, là, je veux vraiment comprendre ce qui se passe là-dessus, comment le monde interagit là-dessus, comment je veux avoir un tempérament addictif, mais pas longtemps. Ben, il peut. C'est c'est quelque chose que je découvre, mettons, de moi. Je suis quelqu'un qui est excessivement sauvage, solitaire, mais je me rends compte que quand j'entreprends des projets avec une autre personne ou des autres personnes qui ont le même objectif, là, je suis capable de justement être obsessif et plus longtemps parce que si je stagne dans un projet solo, je vais passer à autre chose. Si je stagne dans un projet avec avec des gens, je vais rester dans le projet tant que je n'ai pas été capable d'élever le niveau de tout le monde au moment où je me suis stagné. En fait, j'ai l'impression quand même de contribuer, qui est une compétence qui est ultimement intéressante en business. Et ça vient, je pense, parce que tu pourras prendre ton terme généraliste. À 85%, je pense pas qu'on est généraliste. Moi, dans un généraliste, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va être à 60% dans tout. À 85%, je sais très bien ce que je ne connais pas, mais ce que je sais, d'habitude, je le connais bien aussi. Fait que je suis capable d'avoir des discussions relativement avancées, même si je ne suis pas un top expert, avec des personnes que c'est leur job de eux aller chercher ce gap d'élitisme-là, un petit peu, je vais dire comme ça, et non pas juste être comme le minimum viable, parce que très souvent, à ce moment-là, tu penses que tu es meilleur que tu l'es vraiment, puis ça mène à des angles morts. Je pense qu'un des plus gros skills en ce moment qui sont les plus recherchés, c'est bâtir des audiences. Et là,
tu es quand même devenu influenceur avec 20 quelques mille de following. Tu as démontré que tu es capable de faire ça de côté personnel, puis là, en business aussi, tu as réussi à bâtir ton audience de ce côté-là. C'est quoi que tu as appris à propos de bâtir des audiences? Le moins de filtres possible. Je prends le no bullshit, l'authenticité pure, le ownership aussi. C'est comme ça vient avec. Si tu es authentique, ça vient avec la notion de dire ce que tu penses et owner aussi quand tu sais que ça doit être dit, mais ça ne plaira pas. Donc, de choisir dans quoi tu vas être polarisant. Parce que très souvent, pour avoir une communauté de tire kickers, je ne sais pas si c'est le terme en français, là, mais une communauté peu engagée, pour moi, n'a pas de valeur. Pour engager des personnes, tu dois connecter avec l'émotion, et l'émotion forte vient avec la polarisation. C'est plate, mais comme c'est de décider, si tout devait être binaire, je suis de quel côté de la clôture, et ceux qui ont la même combinaison, parce que tu ne peux pas être 100% d'accord avec ce que je veux dire, mais ceux qui vont avoir le plus d'accroche sur, OK, plus souvent qu'autrement de son côté de la clôture, je crois ce qu'il défend, puis choisir aussi c'est quoi tes messages clés. Tu ne peux pas être l'ambassadeur, le porte-étendard de tous les drapeaux du monde, donc de te positionner, gars. Moi, ça, c'est mes 3. What's your hill to die on? S'il y a des éléments que je ne vais jamais arrêter de mettre de l'avant dans tous les sujets que je vais jaser, ça va être A, B, C. Ceux-là, je vais accepter d'être polarisant parce que je vais parler de ma vérité sans l'imposer comme étant la vérité absolue. Je parle de ma perspective, voici sur quoi je crois, voici les éléments qui, pour moi, je suis à l'aise d'aller débattre parce que, justement, on ne m'a pas prouvé que je dois penser autrement. C'est là-dessus souvent que les gens vont se rattacher. Il y a aussi un élément, je veux dire, c'est zéro fait stratégique et comme intentionnel, mais je me rends compte que on porte trop d'attention à ceux qui sont vocales et on ne porte pas assez attention à la masse silencieuse. Et la masse silencieuse, même si elle ne fait pas de vagues, elle est souvent à la recherche de représentation. Donc, d'une personne qui va être une personne normale, qui représente leurs intérêts, qui font en sorte qu'ils ne se sentent pas aussi weirdo d'aimer une chose X, Y, Z, isolée de leur côté. Donc, c'est tous ces petits éléments-là. On était dans une communauté, c'est la psychologie, at scale, au final. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois de mon côté. En même temps, il n'y a pas de recette magique. Je l'ai fait dans le passé pour quelques éléments. Il n'y a aucun gage de garantie que le matin, tu me dis, Mathieu, j'ai besoin de bâtir une communauté, mais part une communauté sur peu importe la peinture, je ne serais pas capable. Ça ne me parle pas. Puis comme la recette que j'ai appliquée dans le passé n'est pas nécessairement applicable à l'autre. Donc, il y a un volet de chance, il y a un volet de timing, un volet de market trends en général. Donc, il ne faut pas... j'ai bien de la misère avec ceux qui vont rider un peu un produit, un service ou de l'expertise parce qu'ils ont réussi une fois à en faire. Je suis comme... Pas parce que là, j'ai une communauté, que tu es un expert en bâtir des communautés. Ouais, non, mais il faut qu'il y ait de l'authenticité, comme tu disais. Il faut que ça vienne de la personne réellement. Il faut que la personne ait de l'amour pour ce sujet-là et des connaissances plus ou moins approfondies. Tu parlais de ton 85%, c'est clair que si quelqu'un qui sait la base sur le sujet chaud, l'intelligence artificielle, commence à faire du contenu intelligence artificielle, ça va pas bien loin si tu n'es pas capable d'apprendre quelque chose aux autres, clairement. Mais ta communauté, il faut comprendre aussi, une communauté, it's a means to an end. C'est pas une finalité. Ta communauté, elle bénéficie à qui et pourquoi? Parce qu'il y en a que c'est des communautés d'inspiration, alors qu'eux, ils veulent une communauté de services et d'affaires et de thought leadership, mettons. Fait que la quantité, tu sais, je veux pas pointer du doigt quoi que ce soit, mais le nombre de personnes qui ont des communautés à titre de coach, mais qui ne sont pas capables de vendre un maudit mandat juste parce que leur communauté, même si c'est des bullshit, c'est juste du monde qui comme, les trouve cute ou sont inspirés de loin, mais ne seront jamais des clients potentiels. Et il y a un écart. Avoir une communauté, si elle ne te sert pas à ton intention, ça sert à quoi? Je pense qu'on vire en rond un petit peu ici. Fait qu'il y a l'alignement entre l'intention de la communauté et l'actif même de la communauté, de dire est-ce que ça me sert à mon objectif et à l'inverse, est-ce que je crée vraiment de la valeur pour ces gens-là? Ouais, ça te fait ressentir beaucoup, je pense, dans tout ce qui est influenceur marketing. Là. Marketing d'influence, c'est clair que on cherche toujours des gens avec les communautés les plus engagées.
et qui ont des affinités avec les produits et services qui viennent avec le côté influencer marketing, mais que justement, le plus gros chiffre, c'est vraiment pas la réponse évidente, même si ça se C'est pas la remplace. portée, c'est pas le niveau d'engagement par réaction ou quoi que ce soit. Comme, je veux dire, j'ai vécu les deux côtés. Là, comme, j'ai engagé des influenceurs, j'ai été payé à titre d'influenceur. Puis comme les mass influencers, à part si tu veux vraiment faire du top of funnel awareness sans aucun objectif de conversion, je n'y crois pas. À l'inverse, je check ma femme qui est comme beaucoup plus micro-influenceur de petite portée, 3 à 5 000 personnes, mais dès qu'elle met quelque chose de l'avant, ça vend comme pas possible parce que justement, la connexion, le lien de confiance est là. Le lien de confiance, malheureusement, il n'est pas nécessairement directement mesurable par des actions, je veux dire, réseaux sociaux ou autres. Fait que c'est un canal auquel je crois, mais je pense qu'il est mal interprété ou que des gens investissent dedans avec une mauvaise compréhension de comment l'utiliser. Merci. Vas-y, Simon. Non, j'allais changer de sujet si tu veux continuer là-dessus. Vas-y, Simon. Non, en fait, moi, tout, j'allais on l'a commencé depuis le début là, sur le fait que tu es éclectique et on t'a qualifié dans notre petit document de guide de l'homme aux multiples vies. C'est tellement, ça va tellement dans tous les sens, mais je pense qu'il y a un point général en tout ça, puis c'est que le fait que tu pars des projets, qui était un entrepreneur, à la base, là, puis je pense que tu as ça dans le sang, c'est que j'aimerais ça faire un segment là-dessus, justement, sur ton parcours entrepreneurial. Ça part de où tout ça? Puis j'aimerais ça tranquillement qu'on se rende à aujourd'hui. Ben, c'est quoi ton premier projet entrepreneurial qui est parti à vivre? Un projet, ça a été d'événements, dans le fond, organisation de spectacles publics. OK. J'ai ramassé ça de mon cousin qui en organisait, puis il y a un show qu'il ne pouvait pas faire. T'es comme, gamat, j'ai ces bands-là qui s'en viennent, voici comment je charge, voici comment je pense qu'on est capable d'amener le monde dans la pièce. Je serai pas là cette semaine-là, peux-tu le prendre? Puis c'est parti un peu de même. C'est comme mon adolescence, c'est en parallèle de la musique et de la lutte. Je ne faisais que ça, mettons. Là. Fait que j'ai donné une dizaine d'années à la musique en faisant tous les rôles. Mais le premier, ça a été vraiment organisation de spectacles comme ponctuel, qui a grossi par la force des choses en organisation de tournées pan-canadiennes, côte américaine, qui a grossi ensuite par la force des choses à devenir ce qu'on appelle un A&R, fait Artist in Relation, d'être engagé comme consultant par des maisons de disques pour être capable de dire dans 3 ans, c'est lui qui est gros, tu veux le signer aujourd'hui. Donc, un peu de la gestion de risque pour voir les futurs talents. Tu comprends le lien maintenant avec la business, d'être capable de voir. C'est comme moi, les profils atypiques, ça me parle parce que je suis capable de voir cette personne-là, même si elle n'a pas le papier, je sais qu'elle a les requis nécessaires pour se développer comme un futur all-star. Donc, Mais est-ce que tu fais ça présentement? Là, on en skip un bout là, pour pouvoir y revenir, mais est-ce que tu fais ça présentement avec tes projets entrepreneuriales comme par exemple Didact et tout, genre, quand tu recrutes, tu essaies de justement aller plus loin que la face value d'un CV? notamment des fichiers Excel de voici mes rôles et un gars, je suis allé au Apple Store, je dois cette personne-là, elle ne sait pas, mais son nom est dans un de mes fichiers parce que Wow. je trouve qu'au niveau de la preuve, je ne suis pas nécessairement un client facile. Fait que quelqu'un qui est capable de bien me gérer, d'habitude, il se ramasse sur 2-3 profils intéressants. Fait que c'est rare que publiquement, pour mes besoins, j'ai besoin d'aller je vais dire justement sur le marché, parce que je suis très souvent dans une position où je vais faire des outreach, j'ai comme, hey, tu ne te souviens pas de moi, mais moi, je me souviens de toi, puis j'ai pris ton nom en note il y a 2 ans pour le service que tu m'as rendu, ça t'intéresse-tu? Fait que, c'est constamment être à l'avant, puis à un moment donné, il y a la relation, puis la façon que c'est interprété, cette approche-là, versus un chasseur de tête, cette approche complètement différente. Moi, je ne pêche pas à la dynamite. Il n'y a rien de plus intentionnel de hey, on s'est parlé il y a 2 ans, tu as frappé pour mon imaginaire, j'aimerais ça te rejaser parce que le sentiment que tu m'as fait sentir, j'aimerais ça le répliquer avec les clients, dans le besoin que j'ai pour ce rôle-là. Est-ce que ça, c'est arrivé avec, justement, là, tu me parles vraiment comme si c'est arrivé, mais tu peux-tu nous raconter une histoire de ça avec avec un genre de success story avec un employé avec lequel tu as fait ça? Didac connaissent Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est ça. Marie-Hélène, je l'ai rencontrée quand je suis arrivé chez Didac. Je l'ai rencontrée sur un événement quelconque. Ça ne me tentait même pas d'être là. Qui était bénévole sur l'événement. Comme on s'est croisés dans un cadre de pas, échangé quelques mots, mais c'est comme, il y a de quoi ici, là. Cette personne-là, c'est une matière brute. Je ne sais pas comment, mais je la voudrais dans mon équipe. Puis, Instinctivement, le pap.
bout qui est compliqué avec moi parce que je ne sais plus faire la différence entre l'intuition et la maîtrise inconsciente. Puis je vais le ramener à mes histoires de commotion. Je sais beaucoup de choses, mais j'oublie que je le sais. Puis le problème avec ça, c'est que ça fait que très souvent, je ne suis pas capable de bien communiquer pourquoi je suis convaincu que. Fait que, tu sais, la maîtrise inconsciente, c'est comme tellement connaître quelque chose que tu oublies que tu le sais, puis c'est rendu un réflexe. C'est muscle memory. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes que je croise, puis comme très souvent maintenant, j'essaie de me faire un devoir de leur laisser savoir. Que genre, hey gars, j'ai rien pour toi là, mais tu es une personne spéciale pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais nos chemins vont se recroiser. Fait que je fais juste placer mes pions la journée que dans 2 ans, 3 ans, tu t'en es souvenu que je t'ai dit ça. Fait que, tu sais, il y a Anthony du Apple Store qui en est un que, ultimement, j'essaye. Je l'écris une fois par année ou à tous les fois que j'ai besoin, ou bien quand que je vois un poste, la quantité de personnes que je fais rentrer chez des partenaires ou des collègues, des amis, parce que je suis comme, hey, cette personne-là, j'ai jamais eu l'occasion, mais je l'aurais engagée. Je vois que tu as besoin de similaire, je l'envoie. Fait que c'est un terme qui revient un peu comme mes chums. Nous en chuchote tellement souvent. Là. Puis d'ailleurs, même avec toi, sinon, ben, souvent avec Maud ou même ma copine, on s'en va dans un resto ou dans n'importe quoi. Ça se ressent, je trouve, de comme sans être une première impression, là, mais juste la façon que le non-verbal, de comment que cette personne-là a l'air de se donner. L'éthique de travail, la politesse ou la prise en charge d'une personne, sa communication claire. C'est une personne qui, tu sais, moi, ce que j'aime voir, c'est quand que la marde est pognée dans la cuisine, mais dès qu'elle s'en va au client, là, c'est le meilleur restaurant du monde, puis elle te le fait pas sentir que le feu est pogné en arrière. Comme moi, ça, c'est des compétences, c'est toutes des soft skills. Comme je dis, ces personnes-là, je ne sais pas, je vais les mettre dans quelle chaise. Ça ne me sert à rien d'évaluer les hard skills en date d'aujourd'hui. Ils vont évoluer dans le temps. Mais la personne qu'elle est, un hard skill, ça s'oublie et ça doit se renouveler. Un soft skill, ça devient qui tu es. Fait que le pari que je prends, c'est si j'ai apprécié ça de toi il y a 2 ans et je te reparle aujourd'hui, ne peut qu'être meilleur. Fait que tu sais, c'est d'être capable d'être un people enabler, people connector, de dire, j'en ai pas de force, j'en ai pas de talent dans la vie, je pense. Mais si je devais en avoir un, c'est de comprendre la matière brute de l'humain. Ou de la voir, pas nécessairement de la comprendre, mais de savoir que, OK, cette personne-là, ça vaut la peine d'investir, même si j'ai aucune façon de le justifier aujourd'hui. Ouais. Tu as vraiment la croyance que les humains, ça s'adapte à la situation dans laquelle ils sont, puis s'ils sont capables de s'adapter à la situation actuelle et démontrer les skills nécessaires sont vraiment transferable, comme on dit en anglais, là, aux autres situations. Ça, je pense que c'est le futur, justement, du capital humain. De plus en plus, on engage des humains et non les CV, puis c'est excellent, c'est beau à voir. Et le terme skills, je pense que là, ça te rejoint énormément parce que, bon, Didact, on rentre dans le meat, dans la vraie chose. Parle-nous de Didact, c'est quoi Didact? Didact, c'est une plateforme de formation. Donc, le but de Didact derrière, c'est très simple. C'est d'amener les entreprises à mieux soutenir le développement de leurs employés pour qu'eux puissent en retour aussi mieux contribuer au business. C'est pas une question de tirer le maximum de ton employé. Je veux pas que tu suces la vie d'une personne et que tu le over-abuse partout. Je veux que tu sois capable, que l'entreprise soit capable de bénéficier du gain net que tu appelles à quelqu'un parce que c'est dans ses intérêts. Oui, dans le cadre de ses fonctions, mais pour son futur aussi. Chaque business, pour moi, devrait se voir comme étant le futur, de travailler pour dire, je t'engage aujourd'hui, c'est quoi ton prochain employeur, tu penses? Comment est-ce que je suis capable de t'aider à te développer pour la prochaine place que tu veux être, mais en étant aligné avec ce qui me bénéficie moi aujourd'hui? Je crois et j'ai la conviction profonde que tu peux faire des grandes choses avec des gens si tu leur donnes le sens derrière. Puis, encore plus, exemple, justement, dans une notion où il y a beaucoup de turnover, l'instinct de survie, pour moi, c'est magique. L'instinct de survie, c'est très souvent parce que c'est négatif. Lorsque c'est bien utilisé, quelqu'un qui se fait engager, là, la lune de miel, c'est comme, on s'en rend pas compte, mais il y a une raison pour laquelle on va donc bien over the top dans notre accueil intégration. On compte plus les heures, on essaie de tout absorber pour être. C'est l'instinct de survie qui dit, hey, j'ai pris le pari de rentrer dans cette nouvelle place-là, je ne veux pas partir, je veux en faire quelque chose de bien. Fait que, c'est un instinct de survie qui est positif pareil, donc de dire comment est-ce qu'on est capable de jouer avec les motivations profondes des gens pour qu'eux-mêmes s'amènent
à stepper up et dans la performance et dans l'amélioration continue. Puis à partir de là, de juste les aider à, le plus longtemps possible, être capable de se dire, ben, tu sais, quand je t'ai demandé c'est quoi ton employeur prochain, OK, parfait, mais pourquoi? Puis là, ben, regarde, chez nous, comment est-ce que je fais pour combler le gap entre tu es rentré chez nous, tu dois y aller chez l'autre employeur après. Moi, je suis capable de te l'émuler, puis on va travailler dans ce sens-là pour étirer ta carrière chez nous, finalement. Mais que ton employé comprenne qu'il n'y a pas d'une chaise pour un montant, pour un moment comme qui est défini dans le temps, que s'il se prête au jeu de continuellement se développer, le jardin continue d'agrandir. D'où vient l'idée? Souvent, on part un projet entrepreneurial justement parce qu'on voit qu'il y a un problème, qu'il existe un tel type de produit, mais qui manque de quoi. Comment c'est parti du DAC? L'histoire de Didac est faite en plusieurs temps, mettons. Fait que le volet comment c'est parti pour les vendeurs de formation. Puis c'est pas là qu'on est pendant tout. Fait que, mettons, je vais skipper ce volet-là, puis je vais plus expliquer pourquoi le pivot à la limite. Mais du monde comme moi, il y en a beaucoup. De plus en plus, il va y avoir des personnes avec des profils atypiques. Donc, des personnes sur lesquelles on ne peut pas justement se baser sur le CV ou quoi que ce soit. Puis que ça devient la responsabilité de l'employeur de les former selon leurs besoins. C'est comme quand j'ai eu Quantum, je veux dire, moi, j'ai pas de bac, j'ai pas rien. C'est comme ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. J'ai engagé des gens qui sortaient de communication, qui connaissaient fuck out, même s'il y avait le papier. Fait que j'avais pas le choix de toute façon d'aller les former sur ma réalité, mon contexte, mes besoins opérationnels. Fait que c'est un peu né de cette idée-là, de ce pattern-là, toutes les business longs. Le nombre d'entrepreneurs qui sont essoufflés de dire j'engage des gens sur papier qui sont surqualifiés, qui me chargent possiblement trop cher, mais que concrètement, à l'opération, ça ne livre pas, il faut que je reparte de la base. Bon, mais comment est-ce qu'on travaille pour améliorer ça? De mieux valoriser nos vrais experts, nos subject matter experts, là, nos experts dans le business, nos employés clés. Comment est-ce qu'eux, on les protège pour pas qu'ils deviennent des gardiennes de luxe à chaque fois que quelqu'un est engagé? Comment est-ce qu'on protège la business pour essayer de justement sortir ce qui existe seulement dans la tête de tes experts? Et tu demanderas à n'importe quel entrepreneur, d'un matin, tes experts, là, si je te dis tu peux les cloner, tu le fais dessus. Ah ouais, tout de suite, parfait. Bon, mais gars, si c'est ça l'ambition, il faut se donner nos moyens de nos ambitions. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tes employés super performants deviennent au niveau de tes experts. Tu ne leur fournis pas du training. Tu ne permets pas à ton expert de faire rayonner ce qu'il sait. Puis, à partir de là, d'allouer du temps et des ressources aussi. La formation, c'est excessivement valorisé, mais quand tu regardes vraiment l'agenda des gens, il n'y a pas de temps dans l'horaire pour en faire. Donc, tu sais, il y a comme un changement un peu de mindset qui doit venir derrière de comment est-ce que la formation devient de plus en plus un projet opérationnel. Ce n'est pas un projet RH. Les RH sont là pour t'accompagner, mais c'est un projet collaboratif. C'est un enjeu d'entreprise, ce n'est pas un enjeu départemental. Fait que mes experts de contenu, c'est ma job via du DAC de rendre ça le plus facile pour eux de juste vomir tout ce qu'ils savent, orienté sur c'est quoi les objectifs d'affaires, c'est quoi les besoins d'organisation, c'est quoi les intérêts des employés. Tu viens de récemment justement vendre à GSoft, qui est devenu Workleap, je ne me trompe pas. Ouais. Ce qui m'indique que ton entreprise a une certaine croissance depuis le début. Parle-nous de ça, de comment tu as grandi cette entreprise de DAC. DAC, on s'enlignait sur notre 7e année. On a été les deux premières années et demie vraiment dédiées, je te dirais, dans le volet vente de formation. Après ça, on a entrepris le pivot, plus expérience dans le volet, je te dirais, expérience employée, commitment plus officiel sur l'expérience employée, formation interne, juste avant la pandémie. Donc, par le hasard des choses, le timing a quand même bien tombé. Puis de là, lorsqu'on a fait notre pivot sur l'expérience employée, la croissance s'est vraiment accélérée. Puis en même temps, c'est comme on en a encore des personnes dans la vente de formation. On a toujours ces deux audiences. Mon focus, par contre, sans surprise, je suis déjà très verbal là-dessus, plus sur le volet formation à l'interne, formation aux employés. Puis non, c'est ça, c'est comme une croissance, on était bootstrap. C'est comme le hockey stick curve, on l'a pas eu. On l'a eu, je veux dire, de circonstances dans la COVID, mais je ne suis pas capable de me l'attribuer parce que c'était le marché. C'était de la luck, c'était non prévisible. Moi, ceux qui s'approprient le hockey stick curve par des éléments externes, je m'aise un petit peu avec ça. Fait que notre croissance, elle était beaucoup plus justement comme le classique bootstrap de progressif, stable, entre, mettons, 28 et 35 % année sur année de croissance, à part comme 2 années qu'on était dans les 3 chiffres.
Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a évolué au travers des années. Puis avec Workly, vu la croissance qu'on avait comme positionnement dans le domaine plus expérience employée, formation interne, c'est là que les atomes crochus, dans le fond, commencent à émerger. Je pense que c'est bien de tu sais, dire qu'il y a des éléments extérieurs au fait et pas tu sais, s'attribuer le tout, mais il y a quand même un élément que vous étiez préparé, vous avez le product market fit et là, Oui. boum, l'opportunité est arrivée puis vous l'avez saisie quand. Je l'ai dit tantôt, je suis pas bon dans la gratitude de ces affaires-là. Célébrer, c'est vraiment pas dans mon profil, mais tu sais, comme on n'est pas arrivé là par hasard. C'est comme pour une business de notre taille, c'est comme c'est dans les commentaires qui sont sortis de GSOP. C'est comme pour vrai, c'est impressionnant ce que vous avez fait en si peu de temps avec si peu de monde. Fait que c'est comme ce qui nous arrive, on le mérite. Là. Comme ça, je me sens pas mal de le dire absolument pas. On était documenté, sûrement. On est vraiment pas parfait. Je mets ça très clair. Il y a toujours de la place d'amélioration. Mais pour une business bootstrap de 10 personnes, on était surdocumenté, suroptimisé au terme de processus et ainsi de suite. Fait que comme, ça a rendu la chose facile, mais c'est aussi ce qui faisait que la shop, elle roulait bien, elle roulait carré. Donc, Oui, la structure, c'est ce qui provide la scalability. absolument. Absolument. Puis, donc, là, vous avez grandi, le hockey stick, c'est la COVID, c'est parfait pour la business en ligne. Comment GSoft, Workleap, le deal s'est construit? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché? C'est vous qui les avez approchés? J'ai le goût de dire, il y a comme personne qui s'est approché, mais ça ne s'est pas passé le classique de on te contacte, je veux t'acheter. Absolument pas. C'est né d'un benchmark que je faisais dans mon industrie. Il faut comprendre, DAC, 43% de notre code d'utilisation premier, c'est la clé d'intégration. Donc, moi, ma job, c'est de regarder qui sont mes potentiels compétiteurs sur le volet LMS, mais c'est aussi de regarder c'est quoi les sous-niveaux. Puis là, je suis en train de faire le benchmark de c'est quoi les outils d'accueil d'intégration sur lesquels je vais aussi me battre un peu dans des use cases. Oui, tu vois. Puis, GSoft avait sorti un outil dédié à l'accueil d'intégration pour soutenir les gestionnaires qui s'appelle SoftStart. SoftStart, quand j'ai découvert ça, je capotais. Genre, gros crush professionnel sur la proposition de valeur, sur l'exécution, sur comment c'était fait. Puis il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui étaient sur mon roadmap, ou bien plus sur mon backlog, de comme, hey, j'aimerais ça faire ça. Fait que j'ai écrit à Simon, j'ai dit, hey, Simon, j'ai besoin de comprendre SoftStart parce que j'ai besoin de comprendre, on est-tu compétiteur ou plutôt potentiellement partenaire? Et par intégration, si ça peut m'éviter d'avoir le développer, je serais bien content de mettre mon focus ailleurs. Puis on avait prévu un petit call d'une demi-heure, on a jasé pendant 2 heures. On a zéro jasé de ce qui était prévu. On a juste comme refait le monde ensemble dans cette conversation-là. On a raccroché, puis j'étais comme, hey, genre, j'ai eu du fun. Ça a zéro répondu à ma question, mais c'était le fun. Genre, j'ai apprécié mon moment. Puis quelques semaines par après, Martin, dans le fond, le directeur général de GSoft à l'époque, m'a contacté. Comme, Simon a parlé à Martin, Martin me contacte. Ouais, Simon a bien aimé votre jasette. On aimerait ça jaser. On a déjà jasé. Martin, on aimerait ça jaser. Je fais, oh, OK, jasons. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, puis le reste de mes partenaires, c'est comme, n'est pas à vendre. C'est comme, les affaires vont bien. Parce qu'on a à faire. Fait qu'on est vraiment rentrés comme les deux sans prétention. Là-dedans, comme moi, je suis pas à vendre. Toi, tu n'es pas crazy in love à vouloir m'acheter à tout prix. Mais on parle au même client. On a les mêmes valeurs. On priorise à tout coup la culture à l'interne de nos employés, ce qui, moi, est comme un pilier de tout. J'étais comme, ben c'est vrai qu'à un moment donné, à tout le temps être parallèle sur tout, ça vaut peut-être la peine de l'explorer. Puis, ça s'est vraiment juste fait naturellement. Vas-y, ça. Ouais, parfait. Vraiment nice. Puis là, on a perdu Jean-Michel 10 secondes, il est revenu, parfait. Donc, ça se fait naturellement, il y a un flow. Et là, c'est clair que GSoft, par contre, étant une compagnie extrêmement plus grande, là, si vous allez devenir une entité, vous allez être absorbé dans GSoft. Comment l'intégration se passe avec GSoft? Pour l'intégration, ça va super bien. L'intégration, l'acquisition d'une compagnie, c'est une chose, l'intégration, c'en est une autre. C'est ça, il y a peu de monde qui le factor in. L'intégration se fait sur différents fronts. Tu as les gens, tu as l'infrastructure, tu as les processus, tu as la proposition de valeur. C'est
c'est dur de comme parler de l'intégration comme étant une chose, à part si tout est réglé, mettons, je vais dire comme ça. Puis, tu sais, on l'a vendu au 1er février, fait que c'est encore récent. Fait que, il y a encore des choses qui sont ongoing. Mais jusqu'à présent, pour vrai, ça va super bien. C'est comme du côté humain, puis j'en ai reparlé la semaine passée à l'ensemble de l'organisation dans un webinaire interne, c'est comme on a été accueillis à bras ouverts comme pas possible. Et Workleap, anciennement GSoft, est une compagnie qui est plus qui est hybride. Si tu vas aller au bureau à Montréal, tu peux, mais c'est plus remote first, ça me tombe maintenant. Fait que la première fois que les gens de Dudac sont allés physiquement à la rencontre des gens, c'est dans un des 2 événements qu'il y a par année en avril. Mais de février à avril, même si on n'a vu personne, on se sentait déjà partie de la grande famille parce qu'il y a tellement de personnes par initiative personnelle qui ont écrit à des gens spécifiques dans le business juste pour comme leur communiquer à quel point ils sont contents qu'on soit là. Puis que pour reprendre tes mots, tout ça étant beaucoup plus gros. C'est pas comme ça qu'on s'est fait sentir. Même si oui, je veux dire, revenue-wise, DAC était beaucoup plus petit. Quand on est rentré, il y avait un respect de notre expertise. Il y avait comme, on parlait d'égal à égal dans l'optique où si on arrive, c'est parce qu'on a une valeur à apporter à l'entreprise que vous n'avez pas. C'est parce qu'on vient jouer le rôle qui était présentement pas desservi dans le gros narratif et la grande vision de l'entreprise. Fait que ça a vraiment bien été reçu, bien exécuté. À partir de là, je veux dire, c'est de la poutine interne. Passer d'un pipe drive à HubSpot, faut le faire. C'est comme, il n'y a pas d'émotion, c'est juste, c'est des projets, là. Fait que so far, so good, pour vrai, là, comme ça se passe bien. Sans surprise, par contre, vous le voyez, tu sais, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de GSoft et de Workleap. Fait qu'il faut apprendre, je te dirais, le classique de faut que tu bâtisses l'avion pendant que tu tombes, là, mais il n'y en a pas de filet. Make it work. Puis ça, je suis 100% à l'aise avec ça, j'adore ça. C'est un avion qui se bâtit en vol. Il y a un de nos invités qui a dit ça récemment. C'est vraiment fun. J'ai l'impression que ce gros aspect-là, tu t'en parlais dans la relation que tu as eue là, avec ton premier call avec Simon, je pense que tu as appelé ça. Puis dans le sens de justement prioriser cet aspect-là humain dans l'entreprise. Puis ça, puis je pense que GSoft est un exemple. Là, ils ont gagné plusieurs années de suite, je pense. Ou en tout cas plusieurs années un top 10 des meilleures entreprises. Best Employer au Canada et tout ça. Puis je pense que un Best Employer, je pense que ça passe justement par l'aspect justement de ces valeurs-là, de traiter tout être humain, d'avoir vraiment des valeurs humaines et tout ça. Tu as parlé tantôt de justement prioriser la culture first à l'interne et penser employé first. Ça veut dire quoi ça pour toi, opérationnellement parlant, vraiment dans le day-to-day, là, ça veut dire quoi ça? Pour moi, ça veut tout dire dans l'optique où je ne suis pas un gars qui est drivé à l'argent. Je suis capable de dire je ne suis pas assez drivé à l'argent pour un entrepreneur. Moi, la fierté que je retire, c'est pas du char que j'ai, de la maison que j'ai, absolument pas. C'est plus, tu sais, quand je rentre au bureau le matin, je regarde les gens, je suis capable de faire le compte de, il y a 25 personnes avec des familles limites qui se portent bien à cause de nos idées. Tu sais, ma motivation, ma valeur, je la tire beaucoup plus de l'intérieur de l'entreprise, je veux dire de même, que de l'output final. Par contre, pour créer plus de valeur à l'interne, je n'ai pas le choix de créer plus de valeur à l'externe, donc ma valeur au client. C'est sûr, je suis un gars de la base, la PME, c'est très, très, très profond dans moi, là. Et comme, fait, à partir de là, j'ai aussi un gros intérêt et un vrai désir d'aider les PME. Mais pour moi, l'impact que j'ai sur les PME, c'est presque le means to an end de ce que je vise vraiment à faire, c'est-à-dire d'amener du monde dans mon univers, d'amener des gens à profil atypique ou peu importe, à se développer, de découvrir les vraies personnes qui sont, le vrai potentiel qu'ils sont. Puis, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose de puissant dans l'unité de l'équipe aussi. Tu sais, de dire, le classique de comme le tout et la somme, la valeur d'un truc, je sais plus. 1 + 1 = 11. Exactement, c'est ça. Là, C'est pas Molière, là, même. Fait que, tu sais, cet élément-là de bâtir une équipe, une cohésion, tu sais, comme. Ouais. Quand quelqu'un déménage au bureau, il se demande pas c'est qui va y aller. Comme, le monde lève la main, puis, hey, gars, à quelle heure tu veux qu'on soit là? Genre, une business n'est pas une famille, loin de là. Quand ça l'est présenté comme ça, moi, c'est un red flag. Mais il y a quelque chose dans cette notion-là de les gens, on devient le système de support des autres. Je sais pas, il y a quelque chose de bon là-dedans. Puis
J'ai pas grande émotion dans la vie, mais ça, c'est comme un bout qui vient plus me chercher profond en moi. C'est drôle que tu as dit ça exactement comme tu l'as dit, parce que présentement, Wave Intici, on déménage, on change de bureau, c'est tout proche. On change de bureau dans le même bâtiment, même étage, de l'autre bord de l'ascenseur. Ouais, mais Ça compte, ça pour compte. nous, pour nous, c'est big. Pour nous, c'est un gros changement quand même. Puis, tu sais, toute l'équipe est restée jusqu'à 9h30 du soir, monter des meubles, bouger des meubles. C'est ça la révalidation de ta culture interne, là. C'est pas des sondages, c'est pas des parties hot dog, c'est comme, hey, quand que le monde, tu sais, dans le bon et dans le hardship, est-ce que les gens show up? Est-ce que les gens célèbrent ensemble, puis est-ce que les gens se ramassent ensemble dans la tranchée, peu importe ce qui se passe. No pressure, Simon, mais on vient de recevoir les chaises aussi si tu veux venir à soir. Non, mais c'est hâte de t'entendre. C'est une belle rencontre. Surtout par justement les valeurs que c'est vraiment cool de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui est. Je sens que tu es un gars vraiment encore de projet. Je n'ai pas l'impression que tu as perdu cette fin-là. C'est quoi les projets? C'est quoi les nouveaux projets qui sont unrelated à tout ce qu'on a parlé, qui s'en viennent? C'est à table que tu as commencé, qui sont plus in the works, ou que tu aimerais partir? C'est ça, c'est tout le temps délicat comme conversation, parce que je veux mettre ça clair. Qu'est-ce qui n'est pas signé sur un NDA? C'est plus la notion de, tu sais, quand que je parle des projets qui m'habitent à l'interne un peu, le réflexe des gens, c'est tout de suite, OK, fait que tu t'en vas. Je suis comme, absolument pas. Comme mon travail chez GSoft, chez Workly, n'est pas fini. Il y a encore des choses que je veux accomplir, il y a encore de la belle valeur que je peux amener aux gens. Il y a encore des business des clients chez nous que je me suis donné des objectifs liés à leur business à la limite, tellement que je suis proche de notre monde. C'est comme Normandin qu'on a signé le réseau de restaurants. Je suis comme, hey Jess, regarde, ton projet, ça devient notre projet, là. Comme, il n'y a pas quelqu'un au support qui va le prendre. C'est comme, je te garde sur mon aile, puis on va le mener à bon port. Pas à bon port la ville, mais à bon port. C'est ça. Je clarifie ça tout de suite. GSoft ne se débarrasse pas si facilement de moi. Ceci étant dit, j'ai du temps de libre aussi qui existe encore dans ma vie. Tu l'as dit, foncièrement, je vais me décrire comme étant la bougie d'allumage. Je suis le gars qui va partir de rien, comment qu'on crée quelque chose à partir de fuck all. Ça, c'est mon terrain de jeu. C'est un builder. M'amuser à trouver le market fit. Fait que, il y a un projet présentement qui m'habite plus. Business techno encore, business SaaS, que ça fait, tu sais, comme, pas nouveau, là, ça fait bientôt 3 ans que ça me travaille dans la tête, mais parce que Didac était mon focus, j'ai pas full attribué de temps ressources. Mais là, j'ai d'autres personnes qui sont venues se greffer autour de ce projet-là, qui fait que, sans que j'aie besoin d'en faire un temps plein, maintenant, on peut avancer avec ce projet-là. Fait que, il n'est pas impossible que dans le futur, vous me revoyiez en charge d'un SaaS qui va être dans une industrie différente. Ultimement, je suis comme agnostique un peu de la valeur créée par le produit. Dans ma tête, ça sert à ça, du market data research, du client interviews. C'est le marché qui dit qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est pas tes idées, c'est pas ta vision. Agreed. Un bon entrepreneur, pour moi, c'est un bâtisseur de système, un bâtisseur de flow. Puis à partir de là, c'est quelqu'un qui est juste très bon à éliminer tout le bruit dans le vrai besoin du client. Fait que je dirais que pour l'instant, c'est pas mal ça. Puis, le peu de temps lousse, tire à l'arc encore. Puis, redonner, tu sais, j'ai longtemps fait, puis j'en fais encore un peu, mais comme là, pour l'instant, pour le transition, j'ai mis ça sur pause, mais comme du mentorat, comme du coaching avec des entrepreneurs, des services, ça m'aide beaucoup d'aider les autres pour après ça mieux réfléchir à mes propres patentes. Fait que de peut-être rembarquer un petit peu là-dedans, redonner à la communauté. Genre, je commence à regarder quelques incubateurs que je suis comme, gars, pas me commettre temps plein ni rien, mais si tu as besoin d'un comité aviseur ou quoi que ce soit, je peux t'aider. Ça me fera plaisir. Fait que j'ai des petits business sur mon radar que je vais peut-être leur lever la main et quand même. Je vois un potentiel, mais je vois aussi que ça fait 2-3 ans que tu essaies et ça n'a pas l'air d'avoir d'attraction encore. Peux-tu t'aider? Y a-tu quelque chose là? Fait que je suis en mode ouvert d'esprit. J'aime le fait que tu es engagé. C'est pas rien, là, parce que ça veut dire ça me tente de t'aider. Je suppose que je suis aujourd'hui par moi-même. Là.
Fait que dans ma tête, la notion de pay forward, j'ai pas la vérité absolue, je suis pas exceptionnel, mais le parcours que j'ai fait, je l'ai fait. Puis je pense qu'à mon âge, j'en ai peut-être fait un peu plus que certains. Fait que si je peux être un fast track pour des nouveaux, je vais être le premier qui va être content. Continue de faire ça, je pense que c'est des belles valeurs humaines qui me rejoignent beaucoup. Pour vrai, c'était vraiment un délice, cet épisode-là. C'est mon mot, délice, mais c'est vraiment le fun de t'écouter sur ton parcours. Justement, on a vu que on va revenir avec cette phrase-là, mais un gars qui touchait un petit peu à tout. Je pense que tu veux encore plus toucher à tout. C'est vraiment cool. Je pense que ta vie humaine, là, tu veux la goûter au plus possible. Je pense que ça Ce matin, moi, dans ma tête, je me rendais pas à 26 ans. Comme, il y a eu une coupure directe dans ma vie, mettons, là. Mais pendant longtemps, dans ma tête, je ne me rendais pas à 25-26 ans. Fait que comme mon mindset a tout le temps été I'm not here for a long time, I'm here for a good time. Mais pour que je crée de la valeur. Fait que, Yes. c'est trop intense dans plein d'affaires, mais ça fait que d'un matin, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps si je meurs. En tout cas, vraiment une belle rencontre, Matt. Je sais pas ce que tu en as pensé, Simon, mais très, très, très cool là, de t'avoir rencontré. On ira prendre un verre or something pour continuer ça, parce que c'était super intéressant de t'écouter. Comment on peut te rejoindre si on veut te jaser de ça, que ce soit pour la consultation ou comprendre c'est quoi ce nouveau projet? Je suis dans une longue croisade de me sortir des réseaux sociaux et de la vie publique le plus possible, mais le dernier que je vais sortir, ça va être LinkedIn. Fait qu'entre-temps, LinkedIn est la meilleure façon de me rejoindre s'il y a quoi que ce soit. Mathieu. Donc, Mathieu Dumont sur LinkedIn, allez ajouter ça. Faites vite parce qu'on est en croisade de sortir des réseaux sociaux. Fait que si vous ne manquez pas votre fenêtre d'opportunité. Un gros merci, Matt, d'avoir t'être prêté au jeu. C'était un plaisir. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!